Ok, je crois que nous sommes faits. Alors, bonjour encore une fois à toi, à toutes, à tous et à toutes. Je crois que je vais continuer en anglais. So, we have less than 1 hour. Babette has been very strict. We have to finish at 12 o'clock. I know, yeah, you're right. I mean, it's not your fault. So, let's go for another roundtable, this time on mediations and experiences of the visit, médiation et expérience de visite. We have 4 colleagues to contribute, Jordi, Anne, Cécile, and Jérôme, who has been kind enough to replace his colleague, his student, Nathan, who couldn't be here. So, Jérôme, thank you very much. So here are the questions that we will be dealing with. The first one relates to whether we need mediating or not towards visitors. The second one relates to visitors' experiences and how we collect them, some issues of methodology. And the third question relates to the digital aspect of the hybrid world as it seems that, well, we live in. Just before I pass the floor to my colleagues, well, I would like to show you this. It seems that, I mean, these questions of mediations and experiences are there. Martyr villages have not finished. Well, yesterday, while we had this conference, the UN approved of an annual commemoration of the Srebrenica genocide in 1995. So it seems that now in the 21st century we have yet another actor towards this, the UN, after a proposal sponsored by Germany and Rwanda. So it seems, well, marketplaces and market villages, become more and more. But, I mean, let's move on to our first question, which is this. Well, all pictures are mine, and the question here is meditating or not, why and how? Do massacre places require mediations and narratives? Please share your thoughts on the role and the necessity or not of different narratives from different actors, historical, the memory center, massacre descendants, other visitors, others, on how visitors experience and massacre place. And as you can see here, an exhibition, souvenirs, exhibition from Distomo, souvenirs from Oraduro, and then other pictures from Distomo. One of the people survived on the top right, a poem by a Greek poet, a picture from our conference in Distomo, and a film on Argyris. But let me pass the floor to whomever wants to start. Anne, would you like to start? Okay, let me just have your PowerPoint. Merci, je vais passer au français. Alors, ta première diapo l'a montré, il y a une diversité d'images et d'objets qui apparaissent sur cette diapo. Et donc, si on revient très rapidement sur le terme même de médiation, il fait référence à un processus d'échange, de transmission et de traduction à travers la construction d'un ensemble de discours, de récits, de représentation d'un passé, d'un lieu. Donc on est finalement avec la médiation au cœur du processus de patrimonialisation selon des modalités très variées. Cette question de la médiation, elle doit aussi être placée dans un ensemble plus large, considérant les notions de médias, de textes, d'images, d'une part, mais aussi celles d'usage, de pratique, de réception de l'autre. On parle également de médiation documentaire, institutionnelle ou encore pédagogique. Et du côté des usages, ce qui est intéressant, c'est que ça évoque à la fois du fonctionnel, comment on se sert des dispositifs, et du symbolique, qu'est-ce qui se joue dans ces dispositifs, par exemple une exposition. Alors, dans les villages martyrs, ce qui est intéressant, particulièrement pour moi dans l'observation d'Oradour, c'est qu'on se situe à la croisée de l'information historique, de la médiation culturelle et de la communication touristique. 3 dimensions de la médiation qui sont souvent en tension et surtout qui font intervenir des acteurs, des productions de discours différents, avec des formations, des métiers différents, des pratiques contrastées, des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, mais aussi, sans doute, la prise en considération des ou du public
et de ces attentes supposées extrêmement différentes là encore. Alors, dans mon approche de la médiation, moi je l'étudie comme un ensemble de dispositifs et de discours situés. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un ensemble d'acteurs qui produisent des médiations in situ, avec une volonté souvent très forte de contrôle d'un discours, contrôle des représentations, contrôle des images, face à des acteurs extérieurs, au lieu, par exemple. Et on peut s'intéresser, par exemple, à la place d'Oradour dans la médiation touristique départementale, par exemple, et on en verra un exemple qui contraste peut-être avec des représentations produites in situ par d'autres acteurs. Ensuite, ce qui m'intéresse évidemment également, c'est de prendre en compte les contextes changeants, les évolutions dans les manières de concevoir la médiation, selon des transformations d'outils, par exemple, l'injonction très contemporaine à l'innovation dans la médiation, par exemple, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, puisque patrimoine et lieux de mémoire sont conçus comme des offres touristiques, des ressources. Évolution de la médiation aussi avec une prise en considération, une considération plus forte du public, je l'ai déjà dit, avec aujourd'hui des manières de repenser les médiations dans une approche dite participative, par exemple. Et par rapport à la mondialisation et la circulation d'un certain nombre de modèles, de pratiques, de dispositifs, on observe, comme certains le disent, une forme de standardisation parfois de la médiation et des modalités des pratiques de médiation. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les villages martyrs constituent une catégorie patrimoniale spécifique par rapport à des questionnements concernant les médiations. Alors on trouve à la fois des questionnements communs à l'ensemble des patrimoines et de leur médiation, l'innovation, s'adresser à tous les publics, la question des jeunes, etc. Mais en même temps, il semble aussi se dégager un certain nombre de spécificités qu'on peut mettre en discussion. Par exemple, dans la façon de penser la communication touristique, est-ce qu'elle cadre toujours bien avec certaines formes de marketing territorial? Durant l'enquête que j'ai pu mener, par exemple, certains acteurs du tourisme local me confiaient leurs difficultés à parler d'Oradour, notamment lorsqu'il s'agissait de promouvoir la marque du territoire local. Donc, on est effectivement dans des spécificités qui sont peut-être à interroger de la même manière. Est-ce qu'il est possible de mobiliser des approches très contemporaines des médiations, comme ce qu'on appelle couramment dans certains métiers en information-communication, par exemple, le réenchantement de l'expérience de visite? Est-ce que c'est tout à fait ça qu'il est possible de faire dans ce type de lieu, etc. Enfin, l'étude de la médiation patrimoniale, en ce qui me concerne, a pris un nouveau tournant avec l'essor d'un courant critique autour des Critical Heritage Studies qui questionnent la médiation et ces dispositifs sous l'angle critique, c'est-à-dire s'intéressant à ce que la médiation traduit d'un discours autorisé sur le patrimoine, pour reprendre une expression de Laura Jeanne Smith, c'est-à-dire que la question de la médiation, au fond, elle interroge qui a l'autorité à délivrer un discours sur le passé ou sur le lieu, qui est autorisé à prendre la parole ou à la faire émerger publiquement. Et ça nous conduit effectivement à mener des études de la médiation, des médiations, comme des dispositifs socio-techniques dont il faut évidemment cerner la dimension politique et les rapports de pouvoir qu'ils supposent. Ensuite, ce qui est aussi intéressant pour finir ces propos introductifs, c'est de prendre en considération la matérialité de la médiation. Brochures, guides touristiques, panneaux, tablettes constituent effectivement ces dispositifs, on parle bien d'outils d'ailleurs de médiation. Pour les uns très éphémères, pour les autres pérennes, on en a vu beaucoup d'exemples ces 2 jours, installés dans les paysages, dans l'espace, ce qui évidemment questionne aussi la diffusion, la circulation et l'appropriation de ces dispositifs. Des dispositifs qui, même simplement visuellement, s'imposent très différemment en fait dans l'espace public et dans les paysages. Et je parlerai pour certaines d'entre elles, par exemple, de discrétion. On a des médiations ultra visibles et on a des médiations très discrètes. Ce qui m'amène effectivement à noter que les médiations produisent aussi des discours bien évidemment sélectifs, donc ça c'est assez banal, mais surtout qu'elles contribuent à mettre en visibilité, mais aussi à invisibiliser
un certain nombre d'espaces, par exemple, à travers ce qu'elle propose. Alors, juste pour terminer mon propos, je vais me baser sur le cas d'Oradour. Désolée pour ceux qui ont déjà entendu parler sur ces thématiques, mais moi je distingue. Est-ce que tu peux retourner au tout début en fait? Tout début? Oui. 4 grands temps de conception de la médiation à Oradour, hein, qui ont donc leur temporalité propre. Là, je me situe à un niveau de production des dispositifs, on va dire, officiels de discours et de médiation. Et ce qu'on peut noter à Oradour, c'est qu'on observe une diversité croissante des acteurs impliqués dans les formes de médiation et leurs modalités, mais qui aujourd'hui finalement cohabitent les unes avec les autres, plus qu'elles ne se succèdent, je crois, et ce qui évidemment peut être facteur de tension. Alors le premier temps, c'est l'élaboration d'une médiation d'un site dès les lendemains du massacre, conçu comme un lieu de pèlerinage et une scène de crime. La médiation, elle est pensée très tôt, par des acteurs dont on a déjà parlé ici, appartenant à des comités de préservation du site qui se constituent très rapidement, et notamment avec certaines figures qui émergent dans la production des discours et des premiers dispositifs. On a parlé hier déjà de Dr Masson. Et donc on est dans un contexte à la fois de sanctuarisation, de protection patrimoniale, mais aussi de volonté de diffuser une représentation spécifique de ce lieu, comme un mausolée, comme un cimetière. On a toute une série de discours, y compris dans l'espace public, qui affichent cette identité du lieu, avec des volontés de médiation qui se fondent aussi sur des dispositifs classiques, comme le musée d'objets, par exemple, qui est imaginé par ces acteurs dès les années 40, objets des victimes, objets du village. Et il s'agit, à travers ces dispositifs de médiation qui apparaissent à travers les plaques, par exemple, de montrer à la fois le village comme scène de crime, mais également, je le disais, comme lieu de pèlerinage. Ce qui va beaucoup ressortir d'un certain nombre de discours très précoces, c'est aussi l'idée qu'il faut montrer la présence invisible des habitants. Et on sent derrière cette médiation à la fois le réquisitoire, le fait effectivement de montrer ce qui s'est passé, mais également l'injonction, une médiation par l'injonction, qui voilà, va exprimer un certain nombre d'attentes en termes de comportement et de pratiques du lieu, de pèlerinage, savoir se recueillir, se taire, etc. Alors dans la période suivante, il y a une question que je me pose que je n'ai pas encore documentée, c'est dans le site des ruines, qui est donc voilà, qui fait l'objet d'un très fort contrôle de la parole et voilà, des comportements dans l'espace public, c'est quelle est exactement la parole diffusée par les guides multiples qui commencent à faire visiter ou qui guident les visiteurs, guides qui eux-mêmes sont évidemment des témoins ou des survivants. Et là, on a effectivement, je pense, encore beaucoup à faire pour l'analyse de ces discours. Ensuite, deuxième temps, on peut passer, la médiation du nouveau village dans les années 70-80, avec l'apparition, tu peux encore passer, d'un type de brochure, non là tu reviens, pardon, d'un nouveau style qui fait son apparition, brochure éditée localement, donc là on est bien dans une forme plus éphémère de dispositifs de médiation qui montre d'un côté les ruines et de l'autre côté le nouveau village. Il s'agit de faire visiter et de montrer une image du village ordinaire, d'un Oradour de la vie, d'un Oradour de la Renaissance. Et ce qu'on met en exergue sur ces images, c'est le stade de foot ou le tennis, c'est des rues avec des voitures et des commerces. Bref, on est dans la construction, là, dans les années 70-80, d'une médiation pour un tourisme qui se veut facteur de renaissance. Ensuite, troisième temps, évidemment, extrêmement intéressant et important, l'implantation du CMO, slide suivante s'il te plaît, avec alors, un dispositif pour le coup voulu comme pérenne, très imposant, très visible dans l'espace, qui introduit un tout nouveau type de médiation, qui implique également de nouveaux acteurs, produisant des discours professionnels, des historiens qui arrivent. Toute la question est alors de comment intégrer les témoins à un discours de médiation qui se conçoit sur un autre registre que le registre du témoin ou de celui de gardien de la mémoire, avec une médiation historique, et donc tout un nouveau discours dont on a déjà parlé, légitime, par de nouveaux porteurs sur le passé et sur le lieu.
L'intention, évidemment, avec ce type de médiation, sans son interprétation, c'est de conditionner, de préparer, de contextualiser la visite, hein, de faire réfléchir également, et d'encourager évidemment les visiteurs à visiter d'abord une exposition avant la visite des ruines. Alors se pose à partir de là la question de l'appropriation de cet outil par les visiteurs. D'un outil, oui, qui transforme complètement la visite spatialement, puisque c'est tout le parcours qui est modifié, et qui recentre aussi le discours sur les ruines. Ce qui est intéressant avec le type de brochure que vous voyez là, c'est que ça traduit la très forte visibilité qui est donnée au CMO dans les communications touristiques à partir des années 90 et début des années 2000 et du marketing territorial, et qui fait, je peux passer la suivante, de, encore, ce lieu, encore une fois, un trésor du Limousin dans le marketing, alors un trésor du territoire touristique dans le marketing territorial local, et on voit donc des glissements de discours et de sens à travers cette nouvelle forme de médiation. Et enfin, dernière diapo, dans les médiations et ce qu'apporte le CMO et sa modernisation, ça pose évidemment la question plus générale de ce qui rend obsolète à un moment donné un discours de médiation. On en a parlé lors de la première table ronde. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, la modernisation du CMO, sa transformation, est aussi présentée sous l'angle d'un nouveau discours qui résonne avec la table ronde précédente, qui est le rempart à toute tentative de révisionnisme. Et on a effectivement une médiation ici qui est complètement chargée dans cette nouvelle représentation d'une mission politique. Quant aux tags et aux graffitis qui font référence à un événement qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de médiation, mais en tout cas on peut parler de contre-discours dans l'espace public par rapport à ce qu'est ce lieu, à ce qu'il signifie et à l'histoire à laquelle il réfère. Et ça questionne bien évidemment peut-être les futures médiations au sein d'un musée qui se veut une agora. Ok, merci. Merci. Merci Anne. Vous voulez dire quelque chose? Ok, Jordi. Oui, merci Anne. Bon, ces concepts généraux sont très importants dans ces lieux originaux de mémoire, comme on en a parlé hier. Tout au début, c'est important aussi de créer et de repenser le lieu, de connaître aussi l'histoire, mais aussi de créer des plans de médiation, de gestion. Très important aussi, ça c'est un peu l'objectif professionnel, politique, et compter avec les acteurs, mais les professionnels aussi, avec l'expérience locale, mais aussi nationale et internationale. Une deuxième chose qu'on a expérimenté, c'est la formation des formateurs et des guidages, parce qu'après, le récit narratif peut être très, si vous voulez, même manipulé. Et l'expérience doit être à la fin. Au milieu, il y a l'explication, c'est maintenant qui a parlé des besoins d'explication, et après, dernière partie, c'est l'expérience sur la patrimonialisation, le patrimoine, l'original, etc. Et cette sorte de formation et de médiation, guidage, c'est important aussi parce que chez nous, autant à Corbera-d'Ebre, moi je vais parler des cas, mais aussi aux Pyrénées ou des autres lieux, on a trouvé, et surtout aussi dans des lieux un peu compliqués comme des monuments franquistes, etc., on trouve des narratifs vraiment fausses à l'histoire. Et même, je trouve qu'il faut une petite introduction, toujours une place, un espace, un moment, du temps pour cette sorte de préface, d'explication, etc. Et bon, on a pas mal d'exemples. Il y avait des gens qui disaient que là, il y avait des morts, des fausses chroniques d'assassinés, et il n'y a eu jamais. C'est un peu le cas qu'on trouve plus ou moins dans les espaces de la bataille de l'Ebre. Là, il y a des choses que tu as très bien mentionnées, le marketing territorial à travers un master plan. Déjà, il a déjà plus de 15 ans.
il est en train encore d'être développé. C'est vrai que les chiffres, vous m'avez dit 300 000, c'est ça? Bon, bref, pour tous les espaces, vous verrez, j'ai amené des graphiques. L'année dernière, c'était 8 000, 9 000 visiteurs pour tous les espaces. Et alors, ce marketing territorial avait promis à l'époque un ressurgimento du tourisme mémorial dans la zone, comme une sorte de développement économique local. Ça, c'était plus qu'un master plan, c'était un promis. Et alors, c'est pour ça qu'il y a des récits que Stéphane a mentionnés sur Belchite. Le maire de Belchite, il dit, il ne veut jamais entendre parler de mémoire, mais il dit, moi, je gère, parce que lui, il est le président de l'association des villages vieux de Belchite, c'est le même maire, alors il a tout le pouvoir. Il dit, je ne fais pas de mémoire, je fais que des touristes. Alors ça, ils font des visites guidées, tu le sais très bien, même la nuit, avec des questions ésotériques et tout ça. Et ce sont des visites qui sont plus montées. Plus montées. Je ne sais pas si ça répond à la troisième question de digitalisation, mais bon, il y a des choses, même il y a la sortie des programmes à la télé, sur les ruines, etc. Bon, bref. Et ces questions de je fais des touristes, je ne fais pas de mémoire, c'est un récit très politique, mais que je crois, et surtout dans les espaces de la bataille de l'Ebro, pas trop progressiste à niveau politique, aussi pour les citoyens. Il veut des gens, il veut accueillir des gens, mais il veut rester dans la discussion et les débats sur la guerre, sur la mémoire, sur l'histoire. Ça, c'est très vite. Ça, ce sont des dispositifs qu'on a créés en essayant d'intégrer aussi les espaces de cette bataille dans un réseau plus large à niveau régional sur les lieux de mémoire, classifiés différents dans les territoires et classifiés à niveau historique aussi. Guerre civile, répression, etc. Et la question du premier espace territorial, c'est de promettre aux maires, petit village, 1500 habitants, 700 habitants, 800 habitants, qu'ils auront un petit musée ou un petit centre d'interprétation dans son village, son territoire, son municipalité. Alors, c'est promis, c'était très bien accepté. Et en plus, oui, c'est le gouvernement qui va payer. Votre participation dans cette consortium, ça serait très, très modeste, mais vous aurez beaucoup de retours. Non? Et là, vous voyez tous les villages qui sont impliqués dans les... Et ils ont divisé toute cette territorialité touristique de la mémoire de la guerre entre les centres d'interprétation, Interpretation Centers, et, tu peux passer si tu veux, espaces historiques. L'espace historique, tu peux marcher, tu peux trouver des tranches, la fosse commune que l'on a parlé hier, et des autres lieux, et dans une diversité territoriale pas mal et très importante. Le nucléo, il est partagé, pour être bref, en deux centres très importants, Corbera d'Ebre, que je vous ai présenté hier, et les ruines de vieux villages, mais les nouveaux centres d'interprétation sont 115 jours. Et aussi la capitale de toute la petite zone de la communauté de communes, que c'est Gandesa. C'était aussi un centre très important de la guerre. Il y a les écoles républicaines comme un bâtiment patrimonial, et on va vous montrer après. Et ça crée, et eux, au début, ils étaient gérés par une association qui cherchait des balles, des bombes, des collectionnistes. On appelait ça en espagnol metralleros, parce que la métraille et tout ça, après la guerre, il y avait beaucoup de francs, et les gens collectaient tout ça d'abord pour les vendre et pouvoir manger et acheter de la nourriture. Mais après, ça est devenu aussi, vous savez, un chercheur et tout ça, comme un office de collectionneur et en plus de marché noir. Parce que dans les musées Gandesa, bon, après on va y entrer. Alors, bon, quelques données. 2022, ça c'est l'origine. Très peu de touristes étrangers.
même si on n'est pas loin de Tarragona, c'est un port touristique, la côte. Et après, un peu la distribution. C'est-à-dire, c'est nouveau, c'est pas nouveau, hein, mais c'est centre d'interprétation digitale, etc. Au nouveau village de Corbera, c'est la tête du visiteur, 8000, et après les autres, très peu. Et les autres centres d'interprétation, ça pose beaucoup de problèmes pour les municipalités aujourd'hui. Parce qu'au moins, il doit y avoir une personne ou deux qui ouvrent les week-ends et ils ne trouvent pas l'argent pour payer cette. Il est lundi fermé. Oui. Non, toute la semaine est fermée, mais même maintenant, si tu appelles, c'est comme, excuse-moi la comparaison, mais c'est comme tu vas d'un tout petit village et tu dois demander, je sais pas, quelques paysans la clé de l'église pour la visiter. Là, c'est plus ou moins la même chose. Et après des années, parce qu'il y a plus de 12 années qu'ils sont créés les centres d'interprétation, parce qu'ils étaient obsédés, ça c'est un autre débat pour notre colloque, sur la. Non, qu'est-ce qui sert les spots permanents à la transmission de la mémoire? Alors, tu fais un récit fermé permanent qu'il y a 15 ans. Déjà, c'est. Non, il faut le réviser, mais après, en plus, ils sont fermés. Alors, l'investissement public, c'est important. Ça fait 2010-2011, ça fait augmenter le numéro de visiteurs. Après, bon, là, c'est le Covid, vous voyez. Mais après, c'est la chute aussi, parce que le gouvernement s'en foutait un peu de tout ce master plan de dynamisation des territoires. Bon, bon, ça, c'est la hausse la plus grande. Et ça, c'est bon, un peu les chiffres aujourd'hui et l'évolution du public. Alors, c'est la conclusion, tu peux passer encore. La conclusion, c'est que c'est quelque part, je dirais, même si c'est, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses Anne, de ta visite, mais il y a un potentiel territoire, mémoire. C'est vrai, Stéphane, on n'a pas un musée de la guerre civile en Espagne, et peut-être on n'en aura jamais. Alors, ces lieux et ce territoire, c'est unique pour expliquer les conflits, la guerre, la bataille aussi, mais aussi la mémoire et les conflits de mémoire. Et alors, ça pose une question sur, ça c'est les consortiums, mais il y a ces petites écoles qui sont gérées et créées par ces associations. Là, c'est l'office de tourisme aussi du village de Gandesa. La photo d'avant, c'est l'image de l'école. Oui, c'est des anciennes écoles républicaines. Et là, ils ont tout mis ici et ça marche pas mal. Ça marche bien, on a remodelé l'expo et les visites. Avant, même, ils vendaient des balles, 2 € une balle. Là, c'est interdit. Et on a diminué un peu la quantité de l'accumulation de bus, des armes, des canons, de tout ça. Après aussi, on a fait un inventoire, ils avaient un inventoire des armes, tout ça. Il a dit, écoutez, ça c'est pas la guerre civile espagnole, il y a une tente médicale suisse, c'est de la Deuxième Guerre mondiale. Et, bon, et il y a des gens qui sont déjà décédés, mais on a eu moi, je ne sais pas pour moi, parce qu'à l'époque, en 2009, j'étais le chef de patrimoine de ça, et on a lutté, c'était la guerre contre eux. Mais pour dire, écoutez, vous avez autant de choses, il ne faut pas inventer de nouveau. Bon, ça c'est un peu les images. Et on a essayé de réduire ce débat, bon, ce n'est pas ce débat, c'est show sur l'accumulation des objets. Bref, ça pose une question aussi, on a parlé pas sur Mazzarotto, mais sur la ligne Gotica à Montesole, qu'il y a des garages privés qui ouvrent et il y avait escapé à la pierre avec beaucoup d'armes, beaucoup des objets de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui ça sert? C'est patrimoine collectif, il faut le défendre, il faut le gérer, il faut les traiter comme un vrai patrimoine sur la question des objets. Et c'est tout. Bon, j'ai fini avec ça. Ok, merci. Merci. Alors, Cécile, si tu veux continuer. Alors, donc moi, je vais vous parler, je vais reprendre la question posée par Georgios qui était faut-il médiatiser.
sur la base d'une expérience tout à fait située et concrète, qui est le projet de conception d'une application de visite du village d'Oradour, application qui devrait, à terme, si le projet est validé, être téléchargeable sur les smartphones des visiteurs du village. Voilà, alors donc, les partenaires du projet, les initiateurs du projet sont Babette et Stéphane, qui sont ici présents. Elle a été développée par Dévocité. Et mon rôle dans ce cadre est donc de faire ce qu'on appelle habituellement un test de l'outil. Et justement, bon, alors là, je ne reprends pas parce qu'on n'a pas le temps, mais évidemment, il y a tout un problème de vocabulaire. Et nous, on ne va pas parler d'évaluation de l'application parce qu'on trouve que c'est tout à fait inapproprié. On va plutôt parler d'étude des effets de la médiation sur la visite du village. Alors voilà, alors à ce stade, ce jour où je m'exprime, première chose peut-être à souligner, même si elle vous est évidente, c'est que ce projet de médiation par du numérique, en tant que tel, en dehors des considérations techniques qui sont nombreuses, a suscité énormément de questions. Donc là, ce que je vais traiter plutôt, c'est faut-il d'une médiation numérique, d'une part autonome, hein, il n'y a plus d'accompagnement par un médiateur qui est humain, voilà. Et donc ça, déjà, qu'est-ce qu'on en pense? Et en deux, qu'est-ce qu'on pense de l'usage du téléphone dans le cadre d'un village mémoriel? Alors, donc voilà, c'est ce que j'ai mis là et ce que j'ai mis là. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce projet de conception? J'ai mis plusieurs points, je vais essayer de ne pas être trop longue. La première, le premier facteur qui était favorable au projet, c'est un concernement, enfin une inquiétude transverse. Donc là, je ne suis pas bien placée pour en parler, donc vous pourrez plutôt aller voir Babette là-dessus. Donc c'est une inquiétude quand même un peu générale, je pense, aux personnes qui sont en charge de la conservation des sites mémoriels de la Seconde Guerre mondiale, qui est qu'effectivement, il va y avoir une disparition progressive des témoins et que se pose, que l'on en soit content ou non, la réappropriation par les jeunes publics qui se sentent moins concernés. Donc là, j'ai un exemple un peu choc. C'est pas toujours terrible, l'exemple choc, mais je vous le donne quand même. Il m'avait frappé. C'était, je crois, un article de Libération sur le camp des mines qui se fait écho du verbatim d'une jeune collégienne qui dit ah, mais c'est qui Shoah? Je ne la connais pas celle-là. C'est un exemple tout à fait extrême. Je ne sais pas encore une fois si c'est bon de penser par l'extrême, mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a des publics qui arrivent et quel que soit ce qu'on en pense, qui n'auront plus nécessairement de lien biographique aux événements. Et donc, il y a les conservateurs se saisissent d'emblée de cette question de ces médiations. Alors, la seconde question, c'est le risque de négationnisme, ça c'est le risque du révisionnisme, hein, plus globalement. Le troisième point, mais pareil, je ne suis pas très fondée pour en parler, c'était la question aussi de l'insuffisante couverture par les médiateurs humains. En fait, il y a beaucoup moins de possibilités que de visiteurs. Hein. Donc, faut-il se dire, bah, tant pis, ou proposer autre chose? Donc, ça, c'est Bebel qui vous en parlera. La quatrième question, qui, moi, m'a beaucoup intéressée, mais pareil, c'était la question le terme n'est pas très élégant, de tirer parti de l'espace du bourg de Radour, qui est un grand bourg, et dont l'entretien coûte très cher. Et donc, il y a aussi des enjeux de montrer en quoi c'est intéressant de maintenir des visites, y compris des visites longues en son sein. Alors, tout ça, c'est des choses que je ne connais pas trop bien. Ce sur quoi je me sens un petit peu plus fondée, c'était en termes de médiation. Le village, ça c'était l'objet de présentation, dont celle de Anne et dont celle qui avait été faite hier. Le village en tant que tel devient beaucoup moins auto-explicite qu'il ne l'était du fait de son vieillissement, notamment de l'effacement progressif des marques notamment de l'incendie. Et donc là, c'est une référence, un des moteurs dans le groupe de conception, c'est de nouveau des verbatims de visiteurs qui, en sortant de la visite, disent « Oh là là, c'est affreux, les bombardements ont tout détruit ».
Non, le village n'a pas été bombardé. Donc, voilà. Donc, il y a eu l'idée de se dire que c'était quand même vraiment peut-être intéressant d'avoir des relais. Et là, il y a toute une enquête qui a montré que 50% des visiteurs du village de Radour-sur-Glane ne passent pas au préalable par l'exposition permanente et donc arrivent finalement, pour certains, très peu informés. Et le dernier, on va dire, argument favorable à une médiation numérique, il vient de petites observations dans le village, qui est qu'une partie des visiteurs, alors ça c'est des choses qui sont de l'ordre d'intuition aussi, une partie des visiteurs nous semble démunis dans le village. Donc, les observations des visiteurs, elles sont pertinentes à faire, parce qu'on ne va pas forcément aller les coller, mais on se rend compte quand on s'en approche que le chef de visite du groupe, il est un peu démuni, il ne sait pas quoi dire. Donc il dit rien, ou il dit des trucs qui presque nous éloignent. Ah bah t'as vu, là il y a une machine à coudre comme celle qu'il y avait mamie. Et donc du coup on va avoir beaucoup des choses qui seront on cherche en fait un médiateur de l'expérience autobiographique qui ne va pas forcément nous rapprocher de la spécificité du village de Radour, qui par ailleurs peut, par sa physionomie entre guillemets actuelle, évoquer d'autres expériences. Un village abandonné des lacs désertiques de la par exemple qu'on aura dans les Pyrénées, où il y a même eu un moment de, pareil c'est un peu des choses un peu plus violentes à évoquer, mais l'idée qu'il peut y avoir un effet village de façade, hein, presque décor parce qu'il ne reste plus que la façade. Donc ça, c'était plutôt ce qui était pour les points. Les arguments contre, d'opposition au développement de ce projet, c'était, alors tu l'as déjà évoqué Anne, c'est évidemment la présence du smartphone dans un village mémorial. Et j'ai vu hier quelque chose qui m'a fait penser un petit peu à notre sujet, sans lien avec nous, mais bon, je pense que tout le monde connaît Philippe Descola, qui dit que nos sociétés modernes se sont caractérisées en séparant la nature de la culture. Et ça m'a fait penser que je crois qu'un des grands attendus dans les villages mémoriels, c'est justement de ne pas se séparer. On attend un petit peu du visiteur qui ne se sépare pas du site, qui ne se sépare pas de l'histoire, qui soit dans une forme d'adhésion. Ça, moi, en tant que psychologue, entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti dans l'usage des mots, puisqu'il y a tout un vocabulaire qui est tout à fait figé. Et pour nous, ça nous interrogeait, parce que d'habitude, un vocabulaire figé, il est signe que l'entretien fonctionne mal. Parce que normalement, quand on va chercher du situé, il faut que ce soit à chaque fois propre. Et on a eu le sentiment que, y compris quand c'est situé, donc y compris quand le cadre de l'entretien fonctionne bien, on a beaucoup d'expressions toutes faites qui reviennent. Et une des hypothèses qui arrive après, c'est que justement, on internalise très fort le fait qu'on ne se sépare pas. Donc ça revient à la question de l'injonction paradoxale que je vous avais évoquée hier, qui est qu'à la fois on s'approprie, on revit la chose, et on la rend personnelle, on la rend propre, on la rend à soi, mais en même temps, en tout cas, on ne peut pas se séparer de tout. Alors, et donc du coup, c'était une petite phrase un peu longue pour en venir au smartphone. Et là, le smartphone, donc, il y a eu des oppositions de type institutionnel que Babette vous rapportera peut-être pendant le temps du déjeuner. Mais bon, en tout cas, ce n'était pas du tout évident au plan institutionnel d'arriver à faire accepter qu'il y ait un projet de médiation numérique. Ça, d'ailleurs, il y a eu tout un historique long. Là, je renvoie à vous. Et donc, l'idée, c'était que, alors ça, c'est aussi des choses, on n'utilise pas le smartphone, mais pas utilisé dans les lieux religieux. Hein, j'en prends un saillant, vous n'utilisez pas les smartphones dans les synagogues, pour prendre un exemple saillant, dans les cimetières, pendant un enterrement, voilà, donc il y avait cette question-là, avec donc, la crainte de l'ouverture à des usages indécents, à la fois de la part des visiteurs, mais également de ceux qui sont autour. Et il y a tout aussi une vraie question d'acceptabilité sociale de cette forme de médiation. Et là, j'ai mis aussi, qui se pose aussi ailleurs, hein, à un moment, il y avait un projet que tu as dû connaître, c'était Making History Online, un projet européen, où nous avions évoqué le projet d'hologramme à Auschwitz, je crois. Donc c'est pareil, c'est une autre forme de médiation. Voilà. Je parle plus lentement. Alors, tout ça pour vous dire
sur qui divise, sur l'acceptabilité des technologies digitales dans les espaces. Alors, peut-être je passe vite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, on s'est posé les questions. Alors, arriver à un smartphone, c'est d'arriver non dénué, c'est de refuser une exposition pure aux choses. Et voilà. Et donc, ensuite, dans des termes plus psycho-ergo qui se déconnotent, donc qui sont vrais pour tous les musées, y compris hors du mémorial, on suppose qu'il y a une ambivalence du dispositif numérique qui peut à la fois faire porte et écran. Voilà. C'est un peu dans ces termes qu'on pense. Est-ce que ça va aider à rentrer dans le village? Parce que c'est pas non plus simple de rentrer dans le village. Ou est-ce qu'au contraire, on va rester derrière? Et j'ai mis ça comme ça, un écran à la dérive, c'est-à-dire que le premier usage qui était plutôt espéré, souhaité du village, c'était de se laisser dériver dans cet espace après une visite bien faite, entre guillemets, de l'exposition permanente. On se laisse aller dans le village. Et là, du coup, le fil, la proposition même d'un parcours casse la chose, puisqu'on ne s'abandonne pas à la dérive dans le village, on suit un parcours qui... et donc, du coup, dans le terme de psycho-ergo, on bascule sur une visite plus analytique que sensible. Voilà. Alors ça, c'était les grands arguments. Et le nôtre qu'on a eu ensuite plutôt en réflexion interne, c'était le risque de standardiser la visite. En créant un parcours, on va avoir des visiteurs qui suivent. Ah oui, parce que si on leur propose un fil, ils vont tous prendre, alors, sachant qu'il y a quand même un guidage qui est naturellement proposé, entre guillemets, par la géographie du lieu, mais il y a ce risque d'avoir des gens qui se suivent les uns après les autres et qui écoutent au même rythme, non seulement sur le parcours, mais sur le même rythme. Alors, en trace de ces débats, l'application elle a porté une partie de ces débats dans sa conception même, puisqu'elle propose quelques points d'écoute, et je me permets de préciser, non pas de points d'attention, parce qu'après, sur un plan technique, c'est toute une histoire, c'est que quand vous allez la rentrer dans un cadre, déjà c'est dans les applications de tourisme, bon, ils sont contents, pas contents, et en plus, il y a tout un vocabulaire qui arrive où on dit, il y a un point d'attention. Voilà, on s'est battu pour se dire des points d'écoute, donc il y a tout un ensemble de choses, donc il y a peu de points d'écoute, et il y a des points du village dans lequel le point d'écoute, l'écoute va être coupé. Donc, en l'occurrence, le cimetière, voilà. Et je crois qu'il y a une salle, mais peut-être qu'on peut passer, parce que je crois qu'on n'est plus ensemble. Okay, Cécile, you have touched upon all questions, I think, but yes. Attends, juste, je voudrais dire une chose. Et à titre personnel aussi, je fais partie des gens qui ont été influencés par quelqu'un qui s'appelle Zeb Bourarier. Pardon. À titre personnel, j'ai été aussi influencée par quelqu'un, un monsieur, un conservateur qui s'appelle Zeb Bourarier, qui a plutôt travaillé sur des musées qui n'arrivaient pas à faire venir du public parce que jugé ennuyeux. Et c'est quelqu'un qui a porté très fort la médiatisation, notamment au musée de l'Homme, qui était pensé très plus sérieux avant, et ensuite il est arrivé au musée, et qui a fait beaucoup de médiatisation. Et lui, il va sortir une biographie, normalement dans les années à venir, et lui, il est devenu un partisan, et pas partisan parce que c'est plutôt quelqu'un de la non-médiation, justement, pour ce que tu évoquais, le côté aussi repenser un non-accompagnement systématique, être dans quelque chose de plus contemplatif, entre guillemets, des visiteurs. Donc c'est un autre domaine, mais c'est quelque chose qui, je pense, vient influencer notre pratique. Okay, Cécile, thank you. You have touched upon all three questions with what you said. Jérôme? J'ai un statut un peu différent parce que je vais rendre compte d'un travail de recherche qu'a fait un de mes étudiants en master, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et je vais essayer d'être vraiment très synthétique. Je lui ai demandé, et ce qui m'y avait fait penser, c'était l'enquête qu'avaient fait nos étudiants, 3 qui avaient interrogé tous les visiteurs, et là je lui ai demandé, après avoir réfléchi avec lui, de nous dire comment visitaient les non-visiteurs, c'est-à-dire ceux qui visitent par procuration, par des podcasts que l'on trouve sur YouTube. Et donc, il a constitué un corpus, je vous ferai grâce des détails méthodologiques
puisqu'il a fallu vraiment affiner le questionnaire. Il y en a une trentaine au total, avec d'abord une diversité de ceux qui ont composé. Il y a tous pour fil commun, évidemment, Oradour et puis la passion pour l'histoire. Ils le disent très souvent, mais ils viennent d'horizons très divers. La plus regardée, avec plus de 2,5 millions de vues, c'est celle de Thibault Chap, un vidéaste dans la chaîne des photos d'ordinaire, concernant la musculation. Il y en a qui viennent aussi de vidéastes beaucoup plus jeunes, y compris aussi des ados ou des grands-enfants qui ont mis sur la chaîne Nono et Tim leur visite et donc qui proposent leur regard. Et il y avait aussi d'élèves allemands qui parlaient en français. Alors c'était pour le massacre de Maillet, puisqu'il avait fait une comparaison. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à dimension de proximité pour donner à des familiers, des visiteurs en couple, en famille, qui postent en ligne leur déambulation. Donc il y a une dimension d'instantanéité dans la photographie qui est faite, et il y a parfois des travaux qui ont été faits ultérieurement pour rajouter des images plus anciennes, de cartes postales, bien ce que l'on trouve dans les visites. Il y a des photos aussi des expositions qui sont données. Le plus extrême qui m'avait beaucoup choqué mon étudiant, c'était celui qui filmait, alors il savait que ce n'était pas autorisé, avec un détecteur à métaux. Ou bien un autre pour voir s'il n'y avait pas des esprits qui parlaient toujours aux visiteurs. Voilà, c'est connu, mais c'est là rapporté et mis en avant. Ce sont peu de professionnels, à la différence justement de ce marketing du tourisme, et ceci nous permet de voir l'appropriation qui a été faite de ces visites. Alors, de manière concrète, je vais aller plus rapidement à la fin. Comment c'est mis en image et mis en son? Alors, le premier point, c'est qu'il y a vraiment la gravité qui est donnée. Ce sont des montages plutôt lents. Les plans face caméra sont souvent longs et fixes, pendant que le vidéaste lui-même explique le massacre à ceux qui vont regarder sa production. Certaines sont tournées sur place et il y a la marche qui est faite en même temps que l'explication. Là aussi, c'est significatif. Je vais parler tout à l'heure de la déambulation qui était vraiment essentielle. Donc, avec les lieux, le champ de foire, l'église, etc. Il y a quelques rares moments où le dynamisme vient du montage avec des visuels fixes. Mais souvent, lorsque c'est en dynamisme, c'est parce que c'est le vidéaste lui-même qui s'est promené, qui a déambulé. Il y a également à remarquer que très rapidement, ceux qui ont voulu faire des montages un peu plus développés se sont appuyés sur le discours soit du CMO, soit des historiens. Autrement dit, il y a un certain nombre qui sont des pédagogues et qui savent qu'il est nécessaire de s'appuyer sur une documentation plus large. Et le fin du fin, c'est quand il y a ceux qui citent à chaque fois leurs sources. Ce n'est pas la majorité, mais on le trouve tout de même. Dans le son, il y a donc ce commentaire, cette narration, et il y a également de la musique. Une musique d'accompagnement, majoritairement des mélodies de piano, dans plus d'une vingtaine de vidéos. Mélodies mélancoliques, évidemment, on s'en doute, parfois angoissantes, et qui vont contribuer à faire entrer dans un style narratif par le phrasé de la mélodie. Parfois, il y a une volonté de
stimuler l'imaginaire du spectateur, puisque certains font appel à des musiques de bataille, de bruit d'armes, de parler des soldats, voilà, qui accompagnent aussi avec des bruitages pour immerger le spectateur dans l'ambiance. Donc cette vidéo a bien retravaillé, fait des choix, donc on aura le mémoire en entier qui sera très intéressant. Ici, je donne seulement quelques jalons. Mais j'ajouterai juste pour terminer que nous avons aussi le ressenti des spectateurs, puisque les forums sont associés et il y a des éléments, des commentaires qui font le rapport avec une visite qui a été faite par le spectateur. Deux petites citations. J'ai été dans ce village il y a 3 ans et ne connaissant pas du tout l'histoire étant jeune. Sans rien savoir, j'ai senti dans ma gorge serrée une atmosphère où tu as l'impression d'avoir été dans leur peau. Sans s'en rendre compte, tu crées des imaginaires de ce qui a pu se produire et c'est traumatisant. Si vous y êtes déjà allé ou vous pouvez y aller, vous sentirez vraiment quelque chose d'indescriptible. Et l'orthographe approximative nous laisse penser que c'est vraiment pas une volonté de donner un discours officiel, mais bien de rendre compte d'une expérience. Un peu plus distant, un commentaire, documentaire poignant, toujours touché par ces témoignages, puisque certains ont recours à des témoignages de Robert Ebras, notamment, qu'ils ajoutent dans leur propre production. Toujours touché par ces témoignages issus de souvenirs lointains, mais encore vifs et douloureux. Merci. Je ne passerai plus par ce village sans y penser. Belle musique également, j'ai reconnu les morceaux judicieusement choisis. Voilà, donc c'est vraiment une visite par procuration qui parfois prépare une visite qui sera faite plus tard, parfois aussi sert pour des étudiants paresseux qui ne prennent pas de notes en cours, et c'était ce qui m'avait donné cette intuition, cet étudiant qui m'avait dit, vous savez, hein, très souvent on va regarder les podcasts à la veille des partiels, plus que nous ne prenons soigneusement les notes. Donc, un autre regard et un autre écho de cette visite numérique. Thank you, Jérôme. We just have 2 or 3 minutes, so we have to finish just to show you well, this aspect of the digital and the different audiences. Well, 2 mentions. The first one is the T-shirt I'm wearing from a running event in Distomo that every year you have 200 people coming just to run and commemorate this way. And the last question for you to take it with you. You can see the selfie. It's myself, Zeta, Patricia, Christina, and Anna. Was it a good thing what we did? What do you think? Because it has been a lot of discussion about similar selfies in Auschwitz. Is it something that we can avoid or not? Let's continue over lunch. Obviously, we need more time for this, but well, we have to stop. So thank you for this, and thanks to all the participants. Je prends la parole juste 30 secondes. Je suis désolée parce que effectivement j'ai été contrainte, mais Stéphane me disait, et c'est tout à fait vrai, nous allons nous absenter, Anne, Stéphane et moi, mais vous pouvez continuer parce que c'est aussi très intéressant, donc prenez le temps. Simplement, nous reprenons à 13h15. Est-ce qu'on peut avoir 5-10 minutes de discussion? Justement, si, mais nous allons tout quitter, mais vous allez continuer, Georges va reprendre, vous allez continuer la discussion. Eh bien, tout à l'heure en déjeunant alors. Tout à l'heure en déjeunant. Et moi, je voulais aussi signaler qu'il y a une personne qui est arrivée, vous l'avez vu il y a quelques minutes, c'était Fabrice Escure, qui est le président du Centre de la Mémoire et qui est aussi vice-président du conseil départemental, donc ici, vice-président culture, voilà, et qui a souhaité venir vous saluer. Et voilà.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous dire quelques mots, tout d'abord pour m'excuser de ne pas avoir été présent hier, mais les contraintes professionnelles m'avaient éloigné un peu du département. Vous dire que c'est avec une très grande joie et un honneur de vous recevoir pendant ces jours consacrés à la mémoire. Le département, et je peux parler au nom du président parce que nous partageons bien évidemment les mêmes positions. Vous dire que c'est une question qui est essentielle pour notre territoire. Vous en êtes rendu compte puisque nous sommes engagés depuis de très très nombreuses années au sein du centre de la mémoire. Un précédent président du conseil donc à l'époque général donc avait initié ce projet donc en 1989 avec François Mitterrand, donc Jean-Claude Perronnet qui d'ailleurs est présent dans notre conseil d'administration. Et aujourd'hui, moi j'y vois un prolongement. Vous le savez, nous sommes engagés dans des travaux de réhabilitation, de rénovation du centre. Et cette mémoire, je vais dire que collectivement, nous en sommes les gardiens. Nous en sommes aussi ceux qui transmettent, et je le dis très souvent, à toutes les générations. Alors, bien sûr, on a toujours une attention particulière à l'égard des plus jeunes, puisque demain, ce sont eux qui vont prendre le relais. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais saluer le travail que vous menez, je sais, au quotidien, et vous dire à nouveau la joie et le bonheur de vous recevoir au sein de l'hôtel du département. Voilà, donc je sais que les travaux ne sont pas terminés, mais je sais que derrière, voilà, notre mission, elle va continuer, elle va perdurer, et je voulais vous en remercier. Si je peux me permettre, au nom de tous, je vais me faire ambassadeur du groupe. Nous souhaitons évidemment vous remercier très très chaleureusement de votre accueil à l'hôtel du département, vraiment un lieu magnifique qui est extrêmement favorable pour les échanges. Ce n'est pas un hémicycle politique, mais un hémicycle de recherche. Et nous en ressentons tout le bénéfice. Et puis, alors je m'adresse à l'élu, naturellement, mais au président du CMO, et je vous remercie beaucoup de la formidable mobilisation du CMO pour l'organisation de cet événement. Babel, naturellement, mais il n'y a pas que Babel. Je peux citer aussi les rôles fondamentaux d'Antoine, qui est donc le responsable du service éducatif, de Sandra, qui est responsable du service documentaire du CMO. Saluer également le travail formidable de Caroline et de Ren Tarot, qui sont les volontaires allemands et autrichiens qui séjournent à Oradour pendant une année. Et enfin, le travail de Laura, qui est masterante à Clermont-Ferrand, stagiaire ici à Oradour. Et évidemment, sans leur aide, tout cela aurait été absolument impossible. Et puis, je termine mes remerciements aussi pour m'adresser à 3 personnes qui sont derrière la vitre, qui nous voient, on ne les voit pas, qui sont Caris, Théo et Elia. Caris et Théo sont lecteurs britanniques à l'université de Limoges. Il y a une étudiante de master et qui ont assuré la traduction en anglais de tous nos débats. Ils ont été extrêmement utiles et j'ai entendu dire que la traduction était d'une très grande qualité. Donc merci beaucoup, parce que ce n'est pas votre métier tous les 3, mais je crois que vous vous êtes acquittés de cette tâche avec énormément de talent. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à On peut continuer? Si, on va continuer. On va continuer. J'arrive. Mais on va continuer quand? Moi, je propose de répondre après, parce que moi, j'avais des questions soit à Stéphane, soit Belgique, soit à Arles, etc. C'est pas la peine de expliquer.
Si vous avez des questions pour moi ou pour Cécile, nous sommes ici. Oui, mais moi j'avais même un peu de questions, mais c'était en comparaison avec d'autres cas. C'est pas la peine de parler seulement de la bourse si on ne peut pas comparer à d'autres cas. Ok. On n'a pas eu la discussion. Peut-être on peut avoir la pause et puis on verra. J'ai juste une petite question pour Cécile. Ah voilà, ok. Bravo, merci. Cécile, moi la question que je me posais, c'était la question du son, avec toutes ces injonctions au silence qu'on a dans le site et avec le téléphone. Finalement, tous les gens qui sont autour. Pour moi, les smartphones, le problème, c'est le son. C'est pas tellement que les gens aient des smartphones. Alors, moi, je ne suis pas super à l'aise pour répondre au sens où, en fait, je ne suis pas extrêmement à l'aise pour répondre au sens où, du fait de toutes les précautions que l'on a souhaité prendre, on n'a toujours pas testé, évalué, parce qu'on souhaite aussi, pour d'autres raisons, d'abord la présenter aux membres de l'association de famille des victimes. Voilà. Donc du coup, mais alors, comment ça a été pensé? Effectivement, la question du son, elle est d'autant plus gênante, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de personnes qui font des visites en groupe. Donc du coup, il va même y avoir la question du comment ils font, quoi. Comment ils partagent le son. En revanche, a priori, au moment de la conception de l'app, en dehors de cette question pratique, c'était plutôt les visuels qui nous interrogeaient. Pour des raisons pratiques, c'est qu'on coupe, il y a une compétition entre la vision, la compétition sonore, elle est beaucoup moins évidente. Il n'y a pas, il y a le silence, mais là, on ne va pas mettre du bruit tout le temps. Alors que le visuel, c'est vous regardez le village, vous regardez là. Et l'argument qui a été développé par les concepteurs, qui n'était pas nécessairement le mien, était qu'il y a eu une demande, on retrouve dans beaucoup d'organisations des visiteurs, la difficulté, donc ça c'est un autre sujet, c'est que faut-il se représenter? Alors, il y avait eu dans une des interventions précédentes, ça m'a frappé, revivre, c'était Emmanuel qui avait dit ça, revivre, comprendre. Revivre, se souvenir, comprendre. Peut-être, je pense à un site comme Oradour, évidemment, on peut passer à côté de ça parce qu'il faut-il revivre, des événements, voilà. Donc, du coup, il y a des vraies questions de recherche pour partout. C'est que faut-il se représenter de ce qui s'est passé. Et du coup, les visiteurs demandent des images. Faut-il les présenter? Et du coup, la question, c'est faut-il une consultation des archives, la médiatisation par les bâtiments plutôt que par les vécus des personnes, et in situ ou hors du village? Il y a une question là et après Patricia. Merci beaucoup. Ça rejoint, j'ai déjà mis aussi la réponse. C'était est-ce qu'il y a des différences, est-ce que vous avez testé des différences de réception auprès des habitants, entre les plus âgés et les plus jeunes? Est-ce qu'il y a des différences d'acceptabilité de l'usage du smartphone par rapport à nos générations? Alors, de façon très terre à terre, basique et pas intéressante, mais quand même à mentionner, il y a déjà plein de problèmes qui se posent peut-être pour les populations plus âgées, qui est la maniabilité du portable. C'est dû à dire, mais il faut dire. On a aussi eu, juste pour vous donner un autre point pas très important, un petit peu très concret, mais où est-ce qu'on télécharge l'application? C'est notamment, il y a un espace qui est considéré comme très important dans le village de Radour, c'est la galerie des visages. Et l'idée était que les gens soient pas en train d'être dans leur téléphone. Quand ils passent, il y a toute une muséographie qui a prévu, voilà, des choses comme ça. Et les premiers retours qu'on a eus, encore une fois, on est dans un processus très précautionneux qui essaie de prendre compte des autres usages du CMO, y compris par les non-visiteurs, enfin, par ceux qui ne sont pas visiteurs. Et du coup, on y va très au pas à pas, en commençant par les familles victimes. Et la pré-étape, ça a été
les personnels du CMO. Et donc, en gros, moi, j'ai fait que 4 tests, c'est tout petit, donc je ne peux pas vraiment vous dire rien. Mais l'étonnement que j'ai, qu'on a pu avoir, c'est que l'accueil est plutôt extrêmement favorable. Alors qu'on craignait, d'abord, il y a plein de problèmes qu'on craint. Ensuite, dès qu'il y a du contenu, dès qu'il y a un support, il y a une possibilité de polémique, tout est compliqué. Là, notamment, ça met un peu des grands mots, mais la médiatisation, ça a été dit, on propose une redistribution intentionnelle. Donc nous, ce qu'on attendait, qui potentiellement pouvait nous intéresser, c'était attirer l'attention sur autre chose que des archétypes du village, entre guillemets, que sont l'église, le cimetière et la voiture. Parce que la distribution naturelle de l'attention des visiteurs, c'est ces 3 points. Et tout le reste, non. Mais du coup, quand vous proposez un parcours, il va y avoir, on choisit des points, on choisit des maisons, donc ça pourrait être très conflictuel. Ah bah pourquoi c'est la maison, celle-ci et celle-là? Et a priori, les retours ont été plutôt tout à fait positifs. Patricia? Bon, à mon avis, on ne sortira jamais si on reste à vivre et revivre. Il me semble assez sombre. Bon, j'ai visité 2 fois Oradour, avant-hier et il y a 2 ans. Et on était des historiennes avec un guide, il y avait Babette avant-hier, il y avait un monsieur qui... Et pour moi, en tant qu'historienne aussi, pas comme un visiteur, j'avais besoin de repérer les lieux. Et une chose, c'est de faire, j'ai vu des couples, des personnes seules, et à mon avis, ils ont des difficultés. Un guide qui peut remplacer les guides vivants avec repérer les points et donner des informations sur ce qui s'est passé là, les hommes qui ont été déplacés vers cette... C'est important. C'est quelque chose d'ouvert qui, à mon avis, c'est important sans donner des grands problèmes et des revivre. Chaque personne revit l'ambiance, les pays à sa façon. Mais des informations claires sur des passages, soit historiques, non, la journée, soit les lieux. En plus, avec un guide comme ça, on peut éviter de laisser les personnes seulement sur 3 points, 3 lieux, et plutôt les accompagner sur tous les lieux du village. C'est dommage qu'il y a Jordi. Alors, j'ai visité Belchite, ça fait pas beaucoup de temps. Et alors, à Belchite, par exemple, il faut réserver la place pour entrer. Sont des groupes accompagnés par une personne qui explique. Et c'est dommage qu'il n'y a pas, et je suis d'accord, ils sont restés à la mémoire. Il n'y a pas dans les 2 niveaux maintenant la mémoire, ça veut dire que la personne, c'était une jeune guide, une jeune fille guide, elle parlait, portait, c'était large, c'est peut-être encore plus vaste que Oradour comme ville détruite. Et elle racontait de sa grand-mère, elle a mélangé l'histoire personnelle de sa famille avec la description des lieux. Et déjà, c'était filtré. Et moi, j'aurais voulu plutôt visiter les lieux et donner ma propre, après lire ou écouter des vidéos avec les témoignages des survivants. Elle me semble, Belchite, un exemple négatif de quoi nous pouvons faire. Parce que la mémoire c'est important, ne pas être toujours mélangée à une reconstruction historique du lieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ça. Et par rapport à l'Ebro, le problème c'est une vaste région. Je l'ai parcouru en lundi et je ne sais pas pourquoi les lieux sont fermés comme des musées.
Et les personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on n'est pas bien équipé pour les faire visiter. Et c'est un problème, à mon avis, d'organisation et des rapports avec les municipalités, les communautés. La désertification de la guerre a apporté une désertification historique de ce lieu. Si on les reprend tout ensemble. Excusez-moi, mais je ne voulais pas trop parler. Bon, on termine, on fait des commentaires. Ouais, tu as raison, c'est-à-dire, il y a un péché original, on peut dire ça, non, en français. Le péché original, c'est de promettre au territoire un musée, un centre d'interprétation, et après un tourisme de mémoire comme ça, pionnier en Espagne. Et ça ne marche pas comme ça. On doit travailler chaque jour, on doit apprendre et après développer des programmes de visite collective sur le contenu, etc. Comme on dit à Belchite, moi, ce qui me manque aussi, on a essayé avec Nuria de le faire dans le projet de la Modelo, c'est plutôt obligatoire passer par une information générale du lieu. Et pas seulement de l'histoire, mais d'abord l'histoire, le patrimoine, les faits, mais après aussi s'il y a quelque chose jusqu'à des relations avec aujourd'hui, le conflit de mémoire. Et après, tu te lances sur la visite, sur l'expérience, la médiation, tout ça. Ça, c'est important, l'identité, ça manque ça, et ça manque de la rigorosité aussi. On n'en parlait pas, la guide à toi, on n'a pas parlé des fausses communes, ça c'est sûr. Et on n'a pas parlé aussi de conflits, de vision de la guerre ou de l'histoire de la guerre, quoi. Mais il faut voir que même à l'Èbre, tous les gens progressistes républicains, après la guerre, ils sont partis en France, en exil, ou à Barcelone, ou des grandes villes pour l'anonymat. Parce que là, au petit village, c'est resté 40 ans de dictature, c'était la droite toujours. Alors, ce sont des territoires très conservatifs. Même les maires socialistes avaient cité, il a gardé pendant 30 ans l'aigle fasciste et las flechas, les flèches et tout ça de la phalange espagnole dans l'espace public, à la mairie démocratique. Alors ça, c'est beaucoup de choses qu'il faut avoir en relation. Et pour finir aussi, sur ta dernière photo, voilà. On a publié dans notre magasin, que j'ai amené quelques-unes, il ne reste plus, Observer Memories, mais c'est online, dans notre site, un article de Piotr Chimiski d'Auschwitz, qui disait qu'avant, il venait 3 chefs d'État avec 4 photographes. Là, notre agence de presse, c'est nous-mêmes. Alors, avec respect, il n'y a aucun problème pour faire des selfies, des photos. Il faut respecter, bien sûr. Non, mais la question générale, mais je ne vais pas après, c'est de bien distinguer entre mémoire et mémoire des survivants, mémoire de la communauté et l'histoire, et pas la mélanger. C'est important de mettre ensemble les deux niveaux, mais à mon avis, la mémoire, c'est autre chose qu'une reconstruction ouverte, des faits dans un certain lieu. Voilà, c'est ça que... Ça, c'est ma opinion. Peut-être que je suis historienne, alors c'est pour ça. Mais il me semble que de plus en plus, une sorte de mémoire va à surmonter l'histoire. Voilà. Alors, question ou déjeuner? Ok, merci beaucoup. Et on continue.